Salut l'équipe, l'âge du départ à la retraite est un éternel débat. Moi-même, je ne sais pas quand est-ce que je partirai à la retraite. 60, 62, 65, qui sait? Il y en a un en tout cas qui ne se pose pas ce genre de questions. Pourtant, la retraite NBA, ça a l'air très cool, très cool même quand on regarde le Instagram de Paul Pierce. Peu importe. Comme je disais, il y en a un qui ne se pose pas cette question et pourtant je suis persuadé qu'il a déjà toutes ses annuités. Mais Greg Popovich préfère s'accrocher à son banc comme Michel Drucker s'accroche à son canapé rouge. À 72 piges, Pop n'insère plus l'équipe pour aller plus loin que le mois d'avril, mais peu importe, il reste l'un des coachs les plus cool et surtout l'un des plus intéressants à avoir œuvré sur son banc. Et ça dure depuis 25 ans avec la même équipe. Oui, 25 ans avec la même équipe, Nasser. Vraiment, je comprends pas. Ah ben si, je te promets, Nasser, c'est la vérité. Si Pop est évidemment le visage de la franchise des Spurs, il est devenu, au fil des années, une figure emblématique de la Ligue. Et naïvement, je me dis que quelque part, il est aussi devenu le coach de toute la NBA, par le respect unanime qu'il reçoit de tous les joueurs et par le nombre de coachs actuels qu'il a lancés. Alors j'ai un peu honte de vous dire ça et je sais que la CGT va me tomber dessus, mais s'il te plaît Pop, reste encore un petit peu accroché à ton banc. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, vous en avez l'habitude, mais ce jeudi c'est un petit peu moins habituel, c'est aussi l'anniversaire de Thomas. Ouais, bravo Thomas. Yes. Alors ça fait quoi d'avoir 32 piges? Bah, fêté tes 30 ans il y a 3 semaines. C'est très perturbant. C'est qu'une impression parce que moi ça fait très longtemps que... Ah, tu sens un cadeau? Oui, bien sûr, celui-là tu t'y attends pas, crois-moi. Ah ouais, celui-là, alors celui-là je m'en attends pas du tout, alors ça on aime. Ok. Wow! T'as pas intérêt à jouer avec, hein? Je vais clairement pas jouer avec, mais elles sont super, je suis ravi, merci beaucoup. Alors là, regarde ce qu'il y a écrit derrière. Tiens, elles sont super belles. Il y a écrit un tout derrière. Tu peux évidemment remercier donc toute l'équipe Firstine et notamment Stephen Brun. Ah derrière sur la paire. Stephen Brun, Huggy les bons tuyaux. Ah ouais, bravo. Effectivement, le jour de la draft, 26 juin 96. Elles sont magnifiques, le couleur des Hornets, des Kobe 4 que je n'aurai pas l'occasion de porter en match officiel. C'est bien dommage. Avec Malakoff. Merci beaucoup, je suis très ravi. Je suis très content. Ouais, ça se voit bien. Ah, franchement, je suis ravi. Alors là, c'est une belle journée. Hein. Non mais ça va, je suis très content. Il y a un autre happening? Non, il n'y a pas d'happening, il y en aura un autre, mais après l'émission, et ça sera qu'entre nous. Il n'y a pas de confetti, de... Non, il n'y a pas de brésilienne, Il y a une très belle musique pour ton anniversaire. C'est vrai, c'est quoi cette musique d'ailleurs? Que tu n'as même pas relevé, c'est un joyeux anniversaire à l'accordéon. D'accord, ça va pas du chat en tout cas. Merci beaucoup les gars, je suis ravi. Arthur, tu nous en voudras pas si cette semaine ta présentation a été un petit peu effacée par l'anniversaire. Bon anniversaire Arthur, parce que c'était aussi en février. Hein. On a quand même un homme heureux. Laisse-moi faire les transitions. On a quand même un homme heureux parce qu'on a parlé avec Thomas Laroukis lundi, mais on peut parler avec Arthur Sen aujourd'hui. C'est une spéciale Malakoff aussi cette semaine dans les invités. Bravo pour la victoire dans le tournoi des As. Merci. Ouais, bravo. Tu t'es sacrifié sur un poste 4 inhabituel où tu as défendu le plomb. Ouais, bah ouais, merci. Écoute, c'était dur, ça fait kiffer. Thomas a été là, tout le monde a été au rendez-vous, donc voilà, à nous la N3 normalement. C'est pas pour ça que tu vis encore des baskets dans la compétition. C'est pas du tout la bonne phrase que je voulais dire, mais tu m'as compris. Ouais, hein. j'ai compris. Bien sûr que si, pour gagner des trucs. Donc voilà, c'est ma deuxième montée, donc très content. Putain. Allez, puisqu'on est dans le kiff dans ce début d'émission, on va vous faire aussi kiffer, puisque vous le savez, dimanche à Paris, Bercy, à l'Accor Arena plutôt maintenant, il y a le match entre Paris Basket et Monaco qui est une très belle équipe de Euroleague cette année avec des méga stars, donc une des grosses écuries du championnat de France. On vous fait gagner 2 places, mais pas n'importe lesquelles, 2 places dans le carré or. Ça se passe uniquement sur Facebook. Suivez les instructions et donc avec un peu de chance, vous pourrez peut-être nous croiser dimanche à l'Accor Arena Hotel pour cette magnifique affiche entre le Paris Basketball et Monaco. Ou sinon, il reste d'autres places. Il y a la billetterie aussi pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner des places. Allez, on se donne rendez-vous sur Facebook pour ça. Avant de rentrer sur la NBA, on va rester sur le basket un petit peu européen. La programmation d'MCS Basket, je vais la prendre parce que Thomas est en train d'halluciner devant sa nouvelle paire de chaussures. Samedi, le Fener face au Beşiktaş. Darüşşafaka Anadolu Efes, c'est un début de samedi très turc. On finira ensuite avec le Partizan qui joue contre Hugo Kea. Ça fait nom très basque, hein, mais je vous jure que c'est dans la Ligue Adriatique. Et puis ensuite, dimanche, le Real face à Manresa. Ça va être très intéressant, c'est moi qui vais le commenter. Le Maccabi face à la Puel. Ensuite, Brescia face à Milano. Bologne face à Venise. Et puis, pour finir, le Grand Barça face au Gran Canaria de Andrew Albici, qui est devenu le 2e meilleur passeur de l'histoire de l'Eurocup.
C'est pas rien ça quand même. Andrew, bravo, on t'embrasse. Ah ouais, grave. Nous, un régal. Allez, on se plonge complètement maintenant en immersion totale dans ce sommaire du First Day Show avec les news. Pour commencer, Trae Young, Steph Curry, qui ont des fortunes diverses en ce moment, Jarrett Allen, et surtout, on fera un mini débat. J'ai envie d'avoir l'avis de Thomas et d'Arthur sur les JO, et donc cette info qui est tombée cette semaine, où on va jouer donc dans un hangar. Drôle de choix, Tony Estanguet. Ensuite, on ira avec le débat. On va s'inspirer de ce qu'a fait Kyrie Irving pour se demander est-ce que c'est le joueur qui a le plus de skills de l'histoire. Rien que ça, vous allez voir, on fait plein de comparaisons. On va expliquer un peu clairement ce que c'est avoir des skills au basket, à quoi ça sert, pourquoi, comment. Et surtout, on va aller dans les comparaisons. C'est ce qu'on adore. On fera ensuite un focus sur un homme qui cartonne aussi. Émission très offensive, hein, comme dans Podium. Je choisis la formule Offensive. Bravo, ça c'est mon champion. Avec Karl Anthony Towns qui est en pleine bourre, il a mis 60 points, mais les Timberwolves de manière générale vont très très bien autour de leur star Karl Anthony Towns. Et on finira avec le quiz. Et malgré le fait que ça soit l'anniversaire de Thomas, je compte bien le baiser sur le quiz parce que cette semaine, il m'en a pris 2 de qui suivent. C'est vrai, et on respecte l'adversaire en jouant à fond. Exactement. C'est important. J'ai pas envie que vous me donniez une victoire parce que son anniversaire, c'est naze. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de saveur. Et puis c'est pas notre ADN. Et puis il y a Tutur. J'espère que Tom Servino, comme à son habitude, va nous faire proposer quel fac, un petit quel fac. Ouais, sachant que j'étais pas inspiré. Oh, les dernière derniers. fois. Sur les dernières quel fac, sur les. T'étais à l'ouest. sur les- T'étais fatigué. Tu sais, quand t'arrives et t'as un blocage et que dès la première question t'es mort. Chut, on ne veut pas Bref. tes excuses. En Bref. tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois où on a fait les Calfac, t'es reparti avec le SIF brillant. Voilà, ah, c'est très vilain. On passe tout de suite dans les news. Pardon pour cette formulation dramatique de mon tuteur, je suis désolé. C'est pas Tranquille. Mais ça me faisait rire. Ça me fait rire que moi d'ailleurs. Allez, une news qui ne fait pas rire, c'est la blessure de Steph Curry cette semaine face aux Celtics. Marcus Smart lui est retombé dessus. Steve Kerr n'était pas content du tout. Il s'en est pris directement d'ailleurs à l'arrière des Celtics. Les gars, qu'est-ce qu'on pense de cette blessure? Il est sorti du match, il n'est pas revenu. Les Warriors ont perdu. J'ai quand même l'impression que ça a un peu tourné, mais ça me paraît pas très grave. Je suis pas médecin, mais comme ça de visu, j'ai pas envie de m'inquiéter. Bah ouais, je suis pas médecin non plus. Disons que c'est pas super impressionnant, mais avec Stephen Curry, on prend toujours des pincettes sur ce genre de mouvement. On sait qu'il est fragile, et puis mine de rien, il a 33, 34 maintenant, enfin 34. Donc voilà, un peu plus fragile. Après, honnêtement, je pense pas que Marcus Smart, il l'ait fait exprès. Voilà, il jette sur le ballon, c'est ce que tu demandes à tes joueurs. Seul. Donc voilà, seul, ça fait partie du jeu. Et puis voilà, pas de chance, c'est tombé sur sa cheville. On va voir ce que ça donne. Hein. Thomas? Non, mais au-delà de la blessure, c'est vrai, de la gravité de la blessure, on en saura un petit peu plus dans quelques jours. Évidemment, on souhaite que Steph Curry soit pas handicapé et puisse continuer à finir cette saison. C'est important parce que on parle souvent de Brooklyn par rapport au vécu collectif. Les Warriors, là, enregistrent le retour cette semaine de Draymond Green. Il y a James Wiseman qui a été rappelé dans le groupe après quelques matchs en G-League. C'est important pour les Warriors, s'ils veulent espérer aller au titre, d'être à 100%. Mais ça marche pour toutes les équipes. Mais si Steph Curry joue sur un pied, évidemment, leurs chances vont drastiquement sombrer. Donc c'est important pour les Warriors d'avoir leur leader, au moins le visage de la franchise, à 100% pour espérer être champion. Et je crois que c'est ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est ce qu'on veut nous aussi, c'est voir toutes les équipes à 100%. Donc évidemment, on espère rien de grave pour Steph Curry. On va suivre ça dans les jours à venir. Un autre joueur qui est blessé, lui, il est pivot. Il joue du côté des Cavs. Et il refuse la blessure, Jarrett Allen, puisqu'il espère... refuse la blessure. Non, il refuse l'opération, pardon. Je refuse la blessure. On refuse tous la blessure, on n'a pas le choix. Par contre, il refuse l'opération et il espère jouer les playoffs. C'est des choses qu'on voit de plus en plus, ça. Ouais, alors ça n'a rien à voir avec Reveillère, qui s'était pas fait opérer du genou. Là, c'est une blessure au poignet, à la main. Ouais. Lui, son truc, normalement, on se fait opérer, mais son but à lui, c'est d'attendre que ça se remette naturellement pour revenir à la fin de la saison régulière, même si c'est avec une attelle. Donc on en est là, il a raison. Il privilégie, maintenant qu'il a signé son gros contrat, son équipe et les résultats sportifs. D'autres joueurs auraient préféré sûrement se faire opérer, sortir de la saison et se préparer pour l'année prochaine. Donc j'ai envie de dire que c'est louable quelque part, en espérant que ça se passe bien, c'est important. C'est louable. Et puis Arthur, on voit que cette équipe-là, quand même, avec et sans Jarrett Allen, c'est pas tout à fait la même équipe. Ouais, après l'échantillon sur les défaites, sans qu'il soit là, il est peut-être pas Sachant que suffisant. Darius Garland n'était pas là aussi. Ouais, Il a Ouais, raté des voilà, matchs. ça a peut-être été biaisé.
l'utiliser. Mais après, bravo, hein, franchement, c'est louable. Après, voilà, il a signé 100 millions, je crois, sur 5 ans, il n'y a pas joue, longtemps. Donc ça joue. Voilà, après, là, les Cavs, ils sont un petit peu en galère depuis la fin du All-Star Game. Donc à voir ce que ça va donner. C'est hyper serré en haut à l'Est. Donc on va voir si son absence, elle est très préjudiciable pour les prochaines semaines. En tout cas, ça donne des minutes à Evan Mobley sur le poste 5. Tu vois, c'est aussi intéressant. Alors, on sait qu'ils veulent jouer très grand et que c'est leur philosophie de cette saison avec Ils ont redécalé Mark Cannon en poste 4. Evan Mobley joue 5 et sans faire offense à Evan Mobley qui a fait des très bons matchs. Je ne veux pas dire qu'il est léger, mais dans l'optique de pourquoi pas passer un tour de playoff, c'est vraiment primordial que Jarrett Allen soit sur le terrain. On est d'accord que les Cavs, là, c'est assurer une place dans les 6 déjà. Bien sûr. Bah grave. Ce serait tellement incroyable qu'ils évitent le play-in. On a l'impression que l'avantage du terrain, ça paraît compliqué, mais c'est vrai que les voir arriver en play-in avec la saison qu'ils ont fait, ça serait un petit peu, ça piquerait un peu parce qu'on a l'impression que c'est une des équipes qui mérite clairement d'être dans le top clairement. 6 de la conférence Est. On enchaîne avec un meneur de jeu cette fois-ci. On fait un petit peu comme ça les montagnes russes des postes. Trae Young, lui, n'est pas blessé. Trae Young, il enchaîne des énormes performances, notamment 2 cartons en back-to-back, 47 points face à Indiana, 46 points face à Portland. 9 points face Hornets, mais c'est pas très grave. C'est ce que j'allais dire. Là, t'es mauvais, tu nous avais arrivé. Il n'empêche que Trae Young nous régale, et c'est ce que tu nous confiais hier, Thomas. T'étais bluffé par Trae Young et son petit physique d'être capable de mettre des cartons comme ça. Tu nous disais ça hier sur la Wina TV. Il y a un paquet de joueurs ultra talentueux, plutôt jeunes, en devenir, qui nous impressionnent en play-off, qui sortent des perfs sur des séries et tout. Il y a toujours un renouvellement qui est passionnant. Et ce gars-là, franchement, mettre 45 et 45 avec ce physique qu'on qualifiera de limité pour la NBA. Moi, de random, un petit 83, 65 kilos tout mouillé. Il a été fantastique et c'est comme ça aussi que tu dois relancer la saison. T'as raison, c'était un peu moribond, en tout cas collectivement du côté d'Atlanta. Ils sont 9e là, donc en play-in. Arthur, un petit physique comme ça, qui met autant de cartons, qui va mettre des flotteurs sur les grands, ça te parle toi un petit peu? C'est si surprenant que ça? C'est pas cadeau comme question, je suis d'accord. Non, mais c'est surprenant quand tu vois effectivement le physique, il est tout frêle, tu le vois dans la rue, jamais tu te dis que c'est un basketteur. Mais en fait, il compense déjà par une lecture du jeu qui est incroyable et puis surtout par de la vitesse. En fait, il est hyper rapide. Tu sais, quand il est en tête de raquette, qu'il est en isolation, qu'il a pas réussi à jouer directement sur le pick and roll, il fait une feinte où il rentre, il recule et il fait 2 pas en arrière tellement rapidement, c'est trop dur à défendre. Franchement, c'est trop dur à défendre. Donc ces qualités ces non-qualités physiques, il les compense par une vitesse qui est exceptionnelle. Franchement, c'est une qualité physique, la vitesse. Bah, oui, quand je dis physique, je te parle gaillard, effectivement. Mais en tout cas, il les compense par une vitesse qui est exceptionnelle. Je l'avais déjà fait la comparaison l'année dernière lorsqu'on avait parlé de ça, mais moi, il me fait penser un petit peu à Tony Parker sur l'exécution et sur sa capacité à aller vite devant, vite derrière, vite à gauche et vite à droite. Donc franchement, bravo, et puis il va pouvoir jouer longtemps. C'est vrai qu'on a cette impression-là. Moi, j'étais le premier avec Steph, notamment, à avoir des doutes sur ce mec-là. Et c'est vrai que même sur la dimension physique, finalement, par sa vitesse, il arrive à compenser tellement de choses. Et c'est vrai que, alors, Tony était moins dans le tir, mais par la vitesse, il a comblé tellement de déficits athlétiques que finalement, aller vite au basket, c'est aussi, on parle souvent des grands de sauter haut, mais la vitesse, ça reste quand même l'une des qualités primordiales à ce sport, surtout quand on joue meneur. Mais la vitesse et jouer meneur, on en reparlera tout à l'heure dans le débat. Tu parlais d'aller très vite. Malheureusement, j'ai l'impression que dans la tête de certains, c'est aller très vite aussi. Il y a quelques mois, quand le CIO, le comité olympique, ou en tout cas entouré avec Tony Stanguet, a décidé de faire jouer le tournoi olympique de basket dans le parc des expos. Le premier tour, les phases préliminaires des JO donc, de basket se joueront dans un hall de parc des expositions. L'Arena 2 donc, est en train d'être construite à Porte de la Chapelle, qui était censée accueillir donc, le basket, accueillera donc la gymnastique rythmique et le badminton. Qu'est-ce qu'on pense de ça, messieurs? Ça a fait grand bruit. On a vu notamment Evan Fournier monter au créneau. On a vu Nico Batum aussi monter au créneau. Gershon Yabusele m'a répondu à un tweet un petit peu où j'ironisais là-dessus. Vincent Poirier a aussi gueulé sur Twitter. Ça fait, pour nous, fans de basket, quand on voit ce que le basket a amené au niveau olympique, ça fait mal au cul. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a deux visions, il y a deux points de vue. Je pense que le CIO, à partir du moment où ils prennent cette décision, ou Paris 2024, le comité de Paris 2024, s'ils font plus que le CIO, ils prennent cette décision, c'est que il y a de bonnes raisons. Il y a l'infrastructure compte. Badminton, apparemment, il faut que le plafond soit plus haut que pour un match de basket. Donc, il y a vraiment d'un point de vue purement organisationnel, je pense qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Maintenant, il y a notre point de vue de nous, observateurs du basket, fans de basket. Le basket est
pas loin d'être le sport co le plus populaire des JO. Je pense d'ailleurs qu'il c'est le sport co le plus populaire. Et t'as la sensation que plutôt que de privilégier ce qui est populaire, eh bien on va sur d'autres sports. On peut le regretter. On a toujours cette sensation en France que le basket n'est pas respecté, que ce soit à la télé, par les infrastructures, par beaucoup de choses. Ça c'est une preuve de plus que notre sport mérite peut-être d'être encore un peu mieux considéré en France. Moi, je suis globalement d'accord avec toi. C'est d'autant plus surprenant. Enfin, je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, mais quand on voit la comparaison, moi, c'est le manque de cohérence qui me saute aux yeux. Quand tu dis que c'est le badminton et quoi, et la gymnastique rythmique, j'ai pas l'impression que ça soit le sport. Moi, j'ai jamais regardé ça à la télé, hormis au JO, j'ai jamais vu ça à la télé. Donc, je veux bien, mais je pense que s'il y a des compromis, des sacrifices à faire, faut plutôt les faire malheureusement sur ces plus petits sports. Au bout d'un moment, on parle de la hiérarchie. on parle de hiérarchie, mais voilà, le basket, c'est inacceptable qu'on puisse accueillir autant de sportifs, autant de staff, autant de personnes dans un petit hangar comme ça. Après, voilà. C'est un grand hangar, mais c'est un hangar. Ouais, c'est ça, c'est un hangar. C'est pas une salle qui est destinée à accueillir du basket. Donc c'est ça qui fout les boules, clairement. Et surtout, que les gens ne se trompent pas, on n'a pas envie de tomber sur le badminton ou sur la gymnastique, absolument pas. La gymnastique rythmique. Hein. Mais nous, en tant que basketteurs, on se sent floué forcément. Donc, j'ai pas envie moi de tomber sur ces sports-là. Qui, je suis d'accord avec toi. Dans la hiérarchie, je mettrais quand même le basket au-dessus parce qu'on pense à l'équipe de France. Mais on pense à l'équipe de France, mais on pense à l'équipe d'Espagne, on pense à Team USA, ils vont venir. Donc les Diamorantes et tout, ils vont venir faire Team USA, ils vont jouer au hall d'exposition. D'accord, c'est un drôle de choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tony Stanguet ne se fait pas beaucoup d'amis en ce moment. Entre le karaté, où on a un champion olympique qui l'enlève complètement de la future Olympiade à Paris, et là, cette histoire de hangar. Ah ben écoute, on va Est-ce que vous pensez que la pression qui a été mise hier, parce que moi j'ai découvert cette histoire avec le tweet d'Evan Fournier et j'ai vu que d'ailleurs c'est acté depuis novembre. Moi je ne le savais pas, tu vois. C'est un truc que je savais pas. J'ai vraiment découvert avec le tweet de Fournier et les réactions qui ont découlé suite à ça. Est-ce que il y a moyen d'avoir un changement je crois probable? Pas une Est-ce que ça peut changer? Le truc c'est que c'est sorti hier. On est mi-mars, presque fin mars, c'est acté depuis novembre. Je me doute que si c'est acté depuis novembre, ils ont quand même dû commencer à plancher sur des choses, à lancer la machine. Donc il y a déjà au moins, ça fait 4-5 mois qu'ils bossent. Donc ça me paraît très compliqué pour moi de faire machine arrière. Et quand je vois hier peut-être certaines personnalités du basket français, dont la Fédé, comme ils sont pas montés au créneau, je me dis qu'il y a plus grand-chose à faire. Il y a rien à faire. Après, vous avez vu où est-ce que se jouait le tournoi de handball? À Lille. À Lille. Ouais. Alors dans un stade autrement plus intéressant, on parle de 25 000 personnes et tout, 30 000 personnes même. Mais ça fait tâche aussi d'avoir l'un des sports qui nous ramène le plus de médailles sur toutes les Olympiades, qui est de localiser à 2 heures de Paris, en train. Donc, une heure maintenant. C'est vrai que c'est 1 heure en train maintenant. Bref, c'est pas si loin, mais pas à Paris. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. On n'a pas les infrastructures idéales en France, on le découvre pas maintenant. On peut construire des stades. D'ailleurs, l'aréna de Porte de la Chapelle est un stade fait pour le basket, pour les sports co. 7000 places, c'était ce dont on rêvait depuis des années. L'aréna de Nanterre. 25 000 je pense qu'il y a autre chose là-bas. T'as raison de citer cette truc, mais j'imagine. Je suis pas au fait de ce qui se passe là-bas, mais j'imagine qu'il y a d'autres sports. On n'est pas dans les petits papiers, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça nous a un petit peu surpris et forcément déçu de voir que le premier tour de ce tournoi olympique de basket se jouera donc à Porte de Versailles. Le seul ravi, c'est Polo, parce qu'il habite à côté et qu'il pourra y aller à pied. Voilà, on se console comme on peut chez First Team. Allez, on a fait le tour d'E-News. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous êtes très déçus d'avoir vu cette décision de la part de Tony Stanguet et son équipe. Allez, nous on va dans le débat, on va parler évidemment de Kyrie Irving qui lui, hall de gare ou salle NBA, peu importe, il met des points. Kyrie Irving a mis 60 points cette semaine face au Magic d'Orlando, c'est mieux. La semaine dernière, il avait mis 50 points face aux Hornets et on voit des pourcentages de très très haut niveau. Les deux perfs dans une victoire à chaque fois côté Nets. On a eu derrière en plus ce tweet d'Evan Fournier qui clairement s'est mouillé pour déclarer que Kyrie est vraiment le joueur le plus skilled de l'histoire, même pas sûr qu'il y ait débat. Alors Evan, merci pour ce tweet, merci Kyrie pour ses performances. Ça nous a donné l'idée, Thomas, de se poser la question, est-ce que Kyrie Irving est vraiment le joueur le plus skilled de l'histoire? Mais avant de rentrer dans le détail, dans les comparaisons, parce que Tom Servino a très bien bossé pour cette émission-là, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous être skilled au basket?
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En fait, on met un peu en opposition le gars ultra physique, pas très doué d'un point de vue du talent basket, au mec qui a peut-être un physique moindre, mais qui est incroyablement technique. C'est la technique qu'on va mettre en avant, la technique du shoot, la technique du dribble, la technique des lay-ups, voilà, la manière de se créer le tir aussi. Tu vois, quand on parle aux joueurs qui ont du talent, en fait, je pense par exemple à un mec comme Jamal Crawford, qui sera pas dans la course, parce que pas assez efficace, pas assez dominant, mais c'est un des joueurs les plus skilled qu'on ait jamais vu dans l'histoire de NBA, capable de move, qui est le seul à sortir, d'avoir un go-to-move même, alors même s'il a pas beaucoup utilisé par rapport à d'autres. Essentiellement sur le handle. Ouais, mais le shoot aussi. Oui, c'est lui qui a mis le plus de tirs à 3 points avec la faute, par exemple, dans l'histoire de la NBA. Tu vois, c'est des stats comme ça. Vois, tu t'as parlé rapidement de Jamal Crawford. Moi, typiquement, même s'il n'a pas la carrière qui va avec, ou la carrière qu'on peut mettre en comparaison avec Irving, c'est un gars que je peux mettre dans la balance pour un des joueurs les plus skilled. Pour moi, skilled, c'est vraiment ce que tu vas faire avec le ballon. C'est lorsque tu as le ballon en main, ce que tu es capable de faire. Et souvent, on associe ça à du talent. Donc, tout ce qui est handle, forcément, c'est la première chose qui nous vient en tête. La capacité de dribbler, la capacité d'avoir des finitions, passer sous l'arceau à la Hardaway, Kyrie le fait très bien aussi, être capable de tirer, faire des feintes, tout ce que tu es capable de faire avec le ballon. Et moi, c'est vraiment ça que j'associe le mot skilled. Ce qu'un joueur de basket, et même au foot, tu parlais de Ben Arfa, on se rappelle de lui et des highlights à Clairefontaine, c'est ce qu'il est capable de faire avec le ballon. Après, c'est pour ça que moi j'ai toujours eu du mal avec le skill défensif ou autre. Non, pour moi c'est ce que tu fais avec l'engin, avec le ballon, avec ton club de golf. Et tu vois, attends, je vais vite faire, parce que là c'était intéressant ce que tu disais. C'est ton anniversaire, de toute façon je te laisse. Mon anniversaire. Oh bah très bien, j'ai la primeur de toutes les premières paroles. Il y a dans le basket, on va dire le physique, donc tu peux dominer par ton physique, par tes skills, mais par le QI basket. Ouais. Il y a des joueurs qui sont méga talentueux balle en main, mais qui ont un QI basket dramatique. Et inversement, il y a des mecs qui sont pas très bons balle en main. Skill, du coup. Non, c'est ce que je te dis. Ouais. C'est que, tu vois, je mets les mecs physiques, les mecs skilled, du coup, talentueux, on va dire, balle en main, et les mecs qui ont le cul basket. Il y en a qui ont les trois. Ouais. Mais le mec qui coupe au bon moment, qui attaque au bon moment, mais qui a un dribble très simple, il va sûrement avoir un très bon QI basket, mais il sera pas forcément très skilled. Alors, je vous ai bien écouté tous les deux. Il y a des choses que je prends, il y a d'autres choses que je prends pas. Et je me suis écrit une petite définition pour moi du skill. Vas-y, Baudelaire. C'est maîtrise. Baudelaire, j'irai pas. Moi, je travaille avec Rémi Réversion et Erwan Labotrette. Maîtrise technique d'un ou plusieurs mouvements pour être efficace. Et pour moi, c'est là-dessus que je viens. C'est pour ça que Jamal Crawford, qui est un joueur que j'adore, mais sur qui j'ai toujours eu des limites. Pour moi, on est dans un talent presque intrinsèque, mais on n'est pas toujours dans l'efficacité. Je suis pas sûr que ça. Par exemple, là, je vois dans ta définition, un contre, c'est être skilled, tu vois. Toi, tu considères que un gars qui a un package, c'est un timing. C'est pas de la lecture plutôt, tu vois. Il y a un peu de la coordination motrice. Pour moi, lire le jeu, le QI fait partie aussi d'un. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Dans tout ce que tu dis, tu penses pas que c'est ramené avec le ballon lorsque tu as le contrôle du ballon? Si, moi je l'entends complètement. Si, mais moi je te dis, Jamal Crawford, que vous avez cité tous les deux, moi quand j'ai d'autres mecs par exemple que j'ai cités, et quand je me skill, pour moi faut pas confondre skilled et flashy. Et j'ai l'impression que pour moi Jamal Crawford, il était plus flashy que skilled. Moi je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi je pense au contraire que le skilled, en fait, l'efficacité que tu vas rajouter au talent va faire que tu vas dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Mais en fait, il y a des mecs hyper skilled qui n'arrivent pas à dominer, mais qui sont naturellement. Et Jamal Crawford n'a jamais été hyper dominant, donc All-Star, figure d'une franchise et ainsi de suite, mais il est vachement plus skilled que d'autres mecs qui dominent. Est-ce qu'il est plus flashy ou skilled? Mais flashy peut découler de skilled. Mais Jamal Crawford, il est plus skilled de plein d'All-Stars aujourd'hui. Hein. D'accord, mais est-ce qu'il va être... Et ça n'a rien à voir avec l'efficacité. L'efficacité va découler, donc du coup tu vas être un meilleur joueur. Moi c'est là où j'ai beaucoup de mal, mais c'est personnel. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus du côté de Thomas Arthur ou du mien, c'est que moi j'ai beaucoup de mal à juger le skill sans l'efficacité. Pour moi, si t'es skill et que t'as pas d'efficacité... C'est un joueur NBA, le sont forcément... non, mais efficacité de très haut niveau. C'est sûr qu'en N3 t'as raison, mais... Revenons sur Kyrie Irving justement, parce que dans ces deux performances face aux Hornets et face au Magic, il est plein de skills, il est d'une efficacité rare. On peut revoir les stats. En petit, il arrive quand même à mettre des cartons. Et ça rend peut-être les choses. Et c'est peut-être ce qui pousse aussi Ivan à dire c'est le plus skill de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, franchement, est-ce qu'on peut décorréler vraiment l'efficacité? Non, mais ça va avec. Ça va avec. Moi, c'est même primordial. C'est comme le meilleur shooter. Au bout d'un moment, il faut qu'il mette des paniers, il faut qu'il ait le volume, faut qu'il. Enfin, non, bon, d'accord. Moi, ma réponse c'est oui.
je pense, suivre la NBA depuis suffisamment longtemps pour avoir vu pas mal de gars techniques, et on va pas se mentir, et c'est pas faire offense aux anciennes générations, mais le basket est de plus en plus technique, il y a de plus en plus de techniciens, et la moyenne de la technique est de plus en plus haute. Tu vois, moi, les premiers joueurs qui me viennent en tête, c'est les Hardaway, les Iverson, dans les années 80. Tim Hardaway. Le daron. Tim Hardaway. Après, il y a aussi Penny, qui était très technique, qui était très technique. Donc voilà, moi, c'est les premiers joueurs qui me viennent en tête, mais je sais qu'il va avoir des arguments, et je crois avoir vu certaines choses, mais pour moi, Kyrie, c'est vraiment, c'est au-dessus. Je dis pas c'est 2 crans au-dessus, mais pour moi, on n'a jamais vu ça. Une telle aisance en main, je vais rentrer directement dedans. Une telle aisance balle en main, la capacité de faire des changements de direction. N'importe quel endroit du terrain. Je me rappelle aussi de quand il est avec Team USA, qui fait le scrimmage et qui met la misère à tout Team USA. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Sa capacité à passer des grands, des petits, défendu tout terrain. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est illisible, en fait. On a l'impression de défendre sur Kyrie Irving. Tom, on a l'impression qu'il est, j'arrive pas à trouver le mot, qu'il est, tu vois, il est tout le temps dans la surprise, dans l'effet de surprise. L'imprévisible. Oui, t'as raison. De toute façon, il est à la fois très très fort, mais même si tu arrives à défendre sur lui, il va réussir à faire le coup d'après. Sans même forcément, et c'est ça que moi je trouve incroyable, et tu as raison de parler du côté imprévisible, c'est que tu peux bien défendre sur n'importe quel joueur. Tu peux être dans le bon timing, tu peux même faire la bonne interception, mais les joueurs supérieurs vont te sortir un move auquel eux-mêmes n'avaient pas pensé, sans même anticiper ce move-là. Il va répondre par un move qui va te mettre dans le vent. Et en ça, Kyrie, c'est le joueur parfait pour ça. Dans le match contre les Hornets, contre le Magic plutôt, il fait des trucs où il est bien défendu. Tu vois, le défenseur n'est pas passé, mais lui, par un dernier move avec la faute, le machin, boum, end one. Tu vois, ça c'est un truc qui est. Alors ils sont beaucoup en NBA pour le faire, mais Kyrie ajoute à ce qu'on voit, donc le côté stylé, le côté flashy, à sa technique, une efficacité qui fait qu'il est dans le débat pour être le plus talentueux de tous les temps. Tu vois, donc. Moi, je suis d'accord avec Arthur. Je pense que on n'a jamais vu ça. On va le comparer à plein d'autres mecs. Il est capable de marquer de partout sur le terrain. Il est capable de shooter externe. Quand je pense à lui-même rookie, où on est déjà bluffé par certains de ses moves, là, l'efficacité qu'il arrive à trouver, c'est inespéré. C'est extraordinaire. Le 13 sur 17 des 50 points la dernière fois. D'ailleurs, je suis en train d'écrire la vidéo, la fameuse, pour savoir si c'est pas le plus grand match d'efficacité qu'on ait jamais vu en NBA. On se dirige vers un oui. Et puis moi, il y a quelque chose qui me laisse pas indifférent, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est les dires des adversaires. Tu sais, quand t'as les gars qui sont sur le terrain et qui jouent tous les jours contre ce gars-là, ils sont unanimes, tu vois, ils disent mais on n'a jamais vu ça, ce gars est trop de speech, au-delà du commentaire d'Evan Fournier. Donc tu vois, moi c'est un élément en plus, et voilà, à chaque fois il nous surprend, même, tu vois, là il pourrait monter au lay-up, il pourrait monter directement, mais pour lui c'est même pas une difficulté de passer sous le panier, c'est trop. C'est quoi votre premier souvenir de Kyrie Irving? Et avant que vous répondiez, comme ça je vous laisse le temps de réfléchir, moi je vais vous dire le mien. C'est pas à Duke, parce qu'il a joué 5 matchs. C'est à Duke. Ah ouais? C'est à Duke. Oh non, t'es un mytho, genre à Duke? Les 5 matchs, t'es-il lui là? Alors oui, je suis un c'est un mytho ce mec! Vas-y. Attends, pour prendre sa défense, à l'époque on regardait. Ouais, il est plus américain. Merci. En fait, il a joué 5 matchs le mec. En fait, tu fais il en joue 9, et à l'époque, t'as raison Arthur, tu venais souvent à la maison, il y avait ESPN américain qu'on avait tous. Et donc moi j'avais vu 3-4 matchs, 4-5 matchs, parce qu'il en joue 9 ou 11 avec Duke. 11, ouais. Et je me souviens un match qu'on avait vu ensemble d'ailleurs, Arthur, et je m'étais dit, mais attends. Mais c'est quoi son délire? Il allait à 2000 à l'heure avec un contrôle sur la balle. Et je m'étais fait, putain, mais j'ai vu des mecs aller vite, j'ai vu des mecs avoir du contrôle. On pense forcément à Iverson quand il est à Duke, à Kyrie Irving. On se dit, oui, lui il était à Georgetown, Iverson, mais on se dit qu'il y a mais en fait, finalement, c'est pas le même style qu'Iverson. Et en fait, on se dit, mais non, j'ai jamais vu ça. Et moi, mon premier souvenir qui m'a marqué, c'est quand il est à Duke. Alors malheureusement, il se blesse, ça dure pas beaucoup. Mais ce mec, elle est à 2000 à l'heure avec ce contrôle de la balle en disant, je peux shooter, je vais au bout, je suis à mi-distance, je shoot à 3 points, je fais une passe. Déjà, ça m'avait impressionné. Vous, c'est quoi votre premier souvenir? Sûrement pas à Duke, parce que oui, on a seule personne a vu de match à l'époque. Quel mauvais mec, alors. Non, mais attends, l'autre, il invente des souvenirs. Mais toi, tu dis oui, en plus. C'est vrai, mais je regarde. C'est pas grave. Je vais aller chercher dans la programmation d'ESPN américaine. Si je trouve pas du Duke, Erwan, je reviens vers toi. Non, moi, le premier souvenir, c'est le All-Star Weekend où il met le cross sur Brandon Knight. D'ailleurs, c'était un contrat qui lui rendra. Moi, c'est ça le premier souvenir, clairement. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire dans le premier souvenir marquant. Bon, je vais prendre sa saison rookie au global, où en fait,
il est exceptionnel. Alors, ils sont dans une équipe de NAS, c'est l'après LeBron, c'est compliqué et tout. Mais en fait, tu te rends compte que tu as un talent pur et pourtant des meneurs, t'en vois tout le temps arriver. En plus, c'est l'époque de Derrick Rose, donc t'es déjà dans un meneur dominant. Mais son handle et la faculté qu'il a à splitter les écrans, en fait, c'est ça qui me choque. En fait, toujours impressionné. Ça. Chris Paul au Hornets, je vous invite pour les plus jeunes à aller regarder les highlights. Il était exceptionnel sur tout ça, tac tac passant entre eux. Mais lui, il y avait un côté cross délié qu'on avait un peu moins avec Iverson en fait. Ouais, tu vois que Chris Paul souvent une fois qu'il split l'écran, il s'arrête et il prend le jump shot où il fait la passe. Lui en fait, il continue, il va au panier, il va au contact alors que le gars il fait 2,15 et il arrive à trouver une finition pour marquer. C'est ça qui est impressionnant. Et tu vois, au-delà de la capacité déjà qui est technique à splitter l'écran. Splitter, du coup, c'est passé entre lorsqu'il y a la prise à 2 et après essayer de faire quelque chose. Une fois qu'il va au panier, il arrive à trouver un angle, main gauche, main droite, à passer, à retrouver une passe derrière les adversaires. Et en fait, à chaque action, il est capable de démontrer tout son panel offensif. Ce qui le rend ouf, c'est que normalement, on va dire que le gars va être très fort sur un dribble. Derrière, il va faire un move simple. Donc, il y a un lay-up, un tir drop. Donc, il va enchaîner ce type d'action, un tir à mi-distance, voilà. Sauf que lui, il fait action de ouf sur le dribble. Derrière, il fait des appuis décalés, finition de ouf. Donc ça fait au moins 3 moves d'exception sur une seule action. Et ça, il le répète. Il va te mettre un cross, il va passer, il va finir main gauche, main droite. Sa gamme de lay-up, elle est... Franchement, tu vois, Tony Parker, c'est un des meilleurs de toute l'histoire sur des lay-up. Mais lui, il fait des trucs, gros, des trucs de magicien, là. Est-ce que le côté... Alors, il a une efficacité terrible. Pour le coup, lui, il est archi flashy. Avec une vraie efficacité. Est-ce que s'il était moins flashy, on se poserait cette question-là? Parce que c'est vrai, quelque part, à ce côté-là, où Kyrie, c'est l'un des joueurs, à nous tous, et je pense que vous qui nous regardez, c'est la même chose, qui nous fait faire des « Oh wow c'est clair. Wow !» Tu vois, moi, je suis dans, clair, contre Orlando, quand il met 40, un peu plus de 40 en première mi-temps. Je suis dans mon bed, il est 1h30 du matin. Bon, il n'y a personne à côté de moi, oui. Et je crie tout seul dans mon lit. Je crie tout seul dans mon lit. Normal. Je me dis, mais c'est pas possible. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y en a en NBA, mais Kyrie fait partie du crew. Hein. Il en fout rire. Oh C'est que d'ailleurs, tout le public est sur le cul. Voilà, mais il fait 41, il réclame les ratriens. Il détruit leur équipe. Il sort à 8 minutes de la fin. Il demande qu'ils re-rentrent pour les fournir encore plus. Franchement, les défenseurs, t'avais Cole Anthony, t'avais Markel Fultz. Ils étaient en galère. Ils ont envoyé le Lituanien après là. Le roux là. Ils étaient en galère de ouf. Non mais honnêtement, qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, on se demande si Kyrie Irving est le joueur le plus skilled de l'histoire. Et forcément, si on se pose cette question, il faut qu'on fasse des comparaisons. Oui. Et je vous ai dit que Tom Servino a parfaitement bossé. Donc on va vous faire pas mal de comparaisons avec des joueurs d'aujourd'hui et des joueurs récents, en tout cas. Allez Tom, tu peux envoyer la première comparaison et forcément, on va se faire une comparaison avec Steph Curry, évidemment. Là, regardez, on a fait donc plusieurs catégories. In the paint, mid-range, 3 points, post-up, handle. Et on peut en rajouter d'autres si vous voulez. In the paint, là-dessus, est-ce que Arthur, tu es d'accord pour l'instant avec ça? Ou nous, on a juste enlevé le post-up à Steph Curry, qui n'est pas spécialement un joueur... on ne le voit jamais sur le post-up. Voilà. On dit pas qu'il est nul, on le voit jamais. Alors, moi, je ne vais pas me faire des amis sur ça. Mais Stephen Curry est un joueur incroyable. Mais sur la partie handle, pour moi, Kyrie est au-dessus. Et je vais pouvoir m'expliquer. Curry est tellement un incroyable shooter que je pense que pour le défenseur, tu vas toujours donner une priorité sur le fait de défendre le tir. C'est-à-dire que lorsqu'il est à 3 points et qu'il commence à justement utiliser son handle, à la moindre feinte, le défenseur il va vite lever le bras et souvent tu te fais avoir. Et c'est très souvent on fait le handle de ouf de Stephen Curry. Là on est tous d'accord. Mais parce qu'en fait défensivement tu es obligé de faire un choix et très vite tu vas mordre à la première feinte. Donc voilà, pour moi c'est ça. Et Kyrie Irving en fait il a les deux et lorsque les gens se font avoir, c'est bien plus par la feinte en elle-même et parce qu'il a vraiment fait croire au gars qui allait prendre un tir qu'il est capable de passer. Donc pour moi le handle de Irving il est au-dessus de Curry. Quand on voit la short chart, ça met beaucoup de grains à moudre à ton argumentation. Puis on voit surtout que dans le mid-range aussi, pour le coup, Kyrie Irving est beaucoup plus présent. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, ce qui est marrant avec les shot charts, c'est qu'on pourrait faire un joueur à qui appartient cette shot chart. Ouais, celle de Curry, on l'a tous, hein. Il n'y a aucun doute. C'est tellement extraordinaire. Plus c'est bleu, plus il est à droit. Je trouve vachement dur sur le duel de Curry. Et je comprends plus ce que tu veux dire. C'est au-dessus. De dire que Kyrie est au-dessus de Curry, je peux l'entendre. Sauf que le handle de Curry, c'est un 10 sur 10. Donc, c'est juste que Kyrie, il est dans une strate à part. Mais en fait, à part, allez, on va dire avec Chris Paul, allez, on va mettre Ja Morant pour les trucs, et Trae Young, allez, si soyons fous. Curry, il a le meilleur handle de la ligue.
Ah, pas C'est pour juste moi. qu'on le compare à un mec qui a un handle qui est pas all-time. C'est peut-être, je sais pas, on n'a jamais vu un mec qui a un Bah, donc, il a handle pas le aussi. meilleur, donc il a pas le meilleur de la Non, ligue, je sais, alors. mais parce qu'en fait, il y a un donc, mec qui est un tu peu serais hors du commun, quoi. Je tu reviens vois. à ce que dit Thomas, tu serais capable de mettre que 9 sur 10 sur un handle de Curry? Bah, si l'échelle, c'est l'échelle de Kyrie, pour moi, oui. C'est Non, juste moi je ça. pense que c'est. T'as Là, ça inventé doit pas une être nouvelle relatif. mesure là. Ouais, L'échelle voilà. de Kyrie, c'est très. Le mec, il a fait très stylé, 11 d'ailleurs. sur l'échelle de Richter, quoi. À un moment donné. Bon, voilà. J'entends que Kyrie est meilleur, mais je peux pas entendre. Curry doit avoir 10 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est. De toute façon, là, Alors, on chipote, hein, c'est le meilleur des meilleurs. On est en Ah oui. train de comparer les meilleurs des meilleurs. Donc, forcément, moi, je suis. Le handle de Kyrie, il a peut-être sur le bugne à bugne. Steph Curry est très fort sur les lectures pick and roll aussi. Et puis, il a ce truc de passe à une main que Kyrie a un petit peu moins. Mais c'est vrai que sur le 1 contre 1, je pense que Kyrie arrive à plus à faire de différence que Steph sur vraiment le 1 contre 1 pur et dur. Mais moi, j'ai jamais trouvé qu'il y avait un écart énorme entre les deux. Je vous rassure, j'ai pas Non, dit non, ça. non, t'as pas dit ça. En tout cas, voilà, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de sa comparaison. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres de comparaisons. Avec notamment, dis-moi, Tom, n'hésite pas à balancer, voilà, avec Michael Jordan, rien que ça. In the paint, les deux sont mid-range, là, pour le coup. 3 points, avantage, évidemment, à Kyrie Irving. Et vous allez voir, il y en a pas beaucoup qui cochent toutes les cases que Kyrie Irving. Post-up, évidemment. Handle, par contre, on peut enlever la petite croix verte. Tom, le handle, il est clairement pour Kyrie Alors là, la Irving. question, c'est pas tant de faire une comparaison entre les deux, hein. C'est de Non. savoir ce que tu as dans ton jeu. Oui, mais Tu vois, le handle, c'est pas à qui est l'avantage. d'accord, mais le handle C'est- de Michael Jordan, il Oui, était non. plus proche de moi que de Kyrie Irving. Dans le C'est clip. sûr, mais en fait, comme Michael Jordan est le meilleur Évidemment. joueur, oui, non, c'est sûr. Comme Michael Jordan est le meilleur joueur de tous les temps, comme Michael Jordan est peut-être le meilleur scoreur de tous les temps, on peut en discuter. Hein. Bon, il y a Wilt aussi, mais c'est difficile de pas dire que c'est pas le plus talentueux de tous les temps. Alors on connaît tous son histoire, machin, pas pris au lycée et tout, on s'en fiche là. C'est juste qu'à un moment donné, à son prime, il y a presque personne peut regarder Jordan dans les yeux. Maintenant, il y a une réalité, c'est que Kyrie, et voilà, la shot chart arrive. Il est capable de tout sur un terrain. Il a tout. Alors le fait qu'il soit meneur de jeu joue. Le fait que, comme tu disais tout à l'heure, on n'est plus dans la même époque. Aujourd'hui, les joueurs sont encore plus polyvalents que l'époque. Ils travaillent encore plus. Je pense que Jordan, s'il était né en 85, ce sera un super shooter à 3 points. Clairement. Au vu du talent et de la détermination qu'il a. Donc voilà, maintenant, si on doit comparer entre l'un ou l'autre, et c'est sûrement une affaire de génération, je pense que Kyrie est capable de faire plus de trucs. Le truc de Jordan, c'est par exemple, c'était pas un grand super joueur de pick and roll, mais parce que l'époque le voulait. Mais Jordan, tout ce qu'il faisait, par contre, c'était maîtrisé à 2000%. Tu vois? C'est leur système aussi qui faisait que. Oui. Tu vois, leur système était pas fait de pick and roll. Quand tu lui mettais de l'ISO, quand il avait des fadeaway, il allait que dans des zones où tout ce qu'il faisait avec son footwork, c'était une maîtrise parfaite de Total. tout. Il faisait moins de choses peut-être que parce que c'est vrai que les joueurs aujourd'hui, ils se sont développés différemment, mais tout ce que faisait Jordan, c'était maîtrisé à la perfection techniquement. Et là, dans le skills, dans le footwork, Jordan, c'est quand même ce qui s'est fait de mieux Bien sûr. dans l'histoire de la NBA. On peut enchaîner avec une autre comparaison. Vous allez voir, il y en a pas mal. Je crois qu'on est allé sur KD, il me semble. Dis-moi, Tom. Parce que KD est clairement dans la course. Ah voilà, KD, alors pour le coup, dans la raquette. Alors lui, il n'a pas besoin de faire des finitions. Il va mettre des dunks. Hein, il fait 2 mètres 10, donc il va lui finir dans le cercle. Le mid-range, on n'en parle pas. 3 points, on n'en parle pas. Le post-up aussi. Et le handle. Alors c'est un handle différent, mais c'est un handle, Arthur, efficace. Ouais, mais c'est surtout que du coup, KD, il est défendu par des gars. Ils jouent ensemble, hein, les deux, Ouais. pour info. Relou. Relou à défendre. Relou le préparateur. C'est juste que KD, il est défendu par des gars qui ne peuvent pas, qui ont un physique, qui ne sont pas capables de défendre sa technique et son handle. Je trouve que le tableau. Et sa taille aussi. Sa taille. Ou quand je dis son physique, c'est sa taille. Ouais, c'est pardon, sa autant taille. pour moi. Tu vois, Evan Fournier, on a tous l'impression qu'il fait 1m80, il fait presque 2 mètres. Il fait 2 mètres. Et ouais, tu vois, il fait. Ouais. Il a moins de taille, Erwan, hein. Moi, je fais Ouais. 96, il me met ça. Il me met Oui, ça. oui, oui. Mais en fait, je viens de dire qu'il fait 2 mètres. Il fait presque 2 mètres, t'as dit. Presque, excuse-moi. T'es Tu vois, chaud. sur l'action où il se fout de sa gueule KD la semaine dernière, C'est un peu abusé. en fait, il défend bien. Il défend bah super oui, bien. oui. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Le gars, il shoot, ses bras, ils sont. Nico Batum qui fait 2-0-3, Ouais, voilà, 2-0-4, il nous dit la même chose. Je dis, KD, t'es là sur lui, tu lèves les bras. Bon, ben après, et puis t'espères qu'il rate, quoi. Ouais. Et pour revenir à ce que je disais sur le tableau, tu vois par exemple le handle à la fin, pour moi c'est beaucoup plus skill que lorsque tu mets shoot mid-range, post-up ou autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, je sais pas, parce que pour moi, je mets au même niveau un gars qui a un fort handle, comme un mec comme Melo, par exemple, à l'époque, qui, sur un post-up pur, est capable de créer plein de choses.
Tu vois, c'est-à-dire que du jab step. Mais pourquoi on n'en parle pas, par exemple, C'est-à-dire pourquoi on parle pas de Melo, par exemple? Parce qu'il a pas sa place. À un moment donné, là, on veut que des mecs qui sont archi dominants. Il y a que des mecs qui sont parmi les. Je dis pas qu'il ne fait pas partie du gradin, mais la domination doit compter. Et c'est ce que tu disais, Erwan, avec ton efficacité. C'est que là, Melo, c'est un des mecs les plus skills de tous les temps. Il n'empêche qu'il faut dominer au top niveau. Pourquoi pas aller chercher un titre si on veut même chipoter et allier des performances hors du commun, comme ce qu'a fait Kairi cette semaine. On enchaîne, il y a un mec dont on n'a pas parlé encore, et je n'ai pas dans mes notes, mais j'ai quand même envie d'en parler. Et puis Tutur, je sais que c'est un joueur qui te parle, c'est LeBron. LeBron, on le met comment dans ce débat des joueurs les plus skilled de l'histoire? Il est capable de faire plein de choses, mais moi je le mets pas du tout dans le débat parce que ouais, balle en main, il joue aussi sur son physique, mais balle en main, la technicité, je le mets pas du tout dans ce débat-là. Il est capable de faire du post-up, il est capable de faire des saisons proches de 40% à 3 points, il est capable de faire des super passes, il est capable de lire le jeu, mais il est capable de faire plein de choses très bien, mais pas au niveau de Irving ou des gars dont on a parlé. Balle en main, pour moi, c'est un cran en dessous, clairement. Il est en comparaison directe avec KD. Alors, c'est dur d'enlever le physique de KD. Il fait 2-10, sauf qu'il a lié à ça un handle de petit. Ça, on l'a pas trop dit, mais en fait, Kyrie, c'est un meneur de jeu. Donc, naturellement, ton handle, il est plus évolué qu'un ailier. Il n'y a pas besoin d'être un ayatollah du basket pour comprendre ça. Et LeBron, aussi fort soit-il, c'est un joueur exceptionnel sur tous les aspects du jeu, et sa progression dans le temps est juste folle par rapport à lui, rookie. Tu peux pas le mettre au même niveau qu'un mec comme KD. Il n'a pas l'efficacité, enfin, il n'a pas l'efficacité, si, il est aussi efficace, mais il n'a pas autant de gamme d'efficacité. Il peut tout faire, LeBron, il peut faire tout comme KD, mais il peut pas faire tout au niveau d'efficacité de KD. Donc en ça, je le trouve en dessous. Donc pas dans la discussion. Oui, non, mais ça se tient. On a beaucoup comparé là pour l'instant Kyrie Irving à des meneurs, à des ailiers, des gens qui ont beaucoup la balle. On l'a pas comparé encore à des pivots. Et on a fait une comparaison avec notamment Nikola Jokic aussi, parce que les pivots, et c'est ce qui est bien dans ce débat, c'est que dans tous les postes NBA, les joueurs peuvent avoir des skills. Hein. Donc on le compare à Nikola Jokic, et vous voyez qu'à part le handle, finalement, Nikola Jokic lui aussi remplit pas mal de cases. Qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais du IQ basket. Ouais, lui, Jokic, ce qui le différencie de l'histoire du monde tous les autres basketteurs, c'est son IQ basket. Ouais, plus que sa technique pure. Son leadership. Oui, après faire 2-15 aussi, ça aide. Mais tu vois, par exemple, je le mets pas du tout dedans. Peut-être parmi les intérieurs, ok. Mais si on parle au global, le fait que au global, tu exclus les intérieurs? Non, je te parle quand tu fais au global du skills. D'accord. Des skills, tu vois. Parce que pour moi, quand je parle skills, il faut que le gars il soit capable de passer un gars en un contrat en face-up, tu vois. Il a 3 points. Pour moi, au bout d'un moment, être capable de crosser un gars. Et je sais pas si on parlera de Kobe après. J'espère, ouais. C'est prévu. J'ai une question, moi, pour le coup, on reste sur les pivots. Après, on ira évidemment allier la comparaison avec Kobe. Tu dis quoi à notre ami Lou Alcindor, devenu Kareem Abdul-Jabbar au niveau des skills? Ouais, Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, il n'était pas capable de passer les mecs en dribble. Par contre, il a maîtrisé un geste que jamais personne d'autre n'a maîtrisé à l'époque. On est complètement. Et même encore aujourd'hui. D'accord. Mais c'est pour ça que le skyhook est super fort. Il était hyper technique. Voilà, il y a. Olajuwon. Mais c'est de la technique, c'est pas des skills, tu vois. C'est vrai, tu fais une comparaison avec ça? Ouais, moi ça j'entends aussi. Pour moi, c'est différent. Avoir un go-to-move, c'est pas. Il faut être skilled pour avoir un go-to-move. Olajuwon, par exemple, des mecs comme ça. Ouais, non, mais Olajuwon, c'est exceptionnel. D'ailleurs, pour moi, Olajuwon, je le mets même au-dessus en termes de skills, si on parle de ça par rapport à Kareem Abdul-Jabbar. Mais non, pour moi, il y a de la technique, il y a un footwork exceptionnel. Là, c'est incroyable ce qu'il fait, mais je peux pas comparer. D'accord, je trouve ça intéressant. Donc, ça veut dire que le dribble a une vraie part importante dans l'idée de skills. On joue au basket, hein. On joue au basket. Oui, d'accord, mais être attaquant et être à au basket, c'est vrai, il a raison. Au basket, il y a des postes quand même qui sont différents, justement. Et quand tu es intérieur, tu dribbles moins, même si on voit qu'aujourd'hui, Joel Embiid, quand même, a un vrai skills de handle. Mais c'est pour ça que dans les skills, il y a la partie handle, mais pas que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais bien sûr, mais je crois qu'on est tous d'accord. Il a des skills, votre définition, elle est très moderne, mais je trouve qu'elle tourne, à mon goût, à mon sens, un peu en puriste, peut-être un peu trop autour du dribble. Allons sur la comparaison avec Kobe, où là, pour le coup, on va aussi retrouver plein de choses. C'est vrai que Kobe, dans le skills aussi, il avait la panoplie complète, la preuve.
Bah, il est clairement, pour moi, en concurrence avec Kyrie. Hein. Moi Ils sont aussi. pas tant que ça, en fait, à l'être. Et je pense que Kobe l'est. Tout à l'heure, tu parlais de la vie des pères. J'aimais bien ce truc-là, c'est-à-dire que combien de fois on a entendu pendant sa carrière et après ses adversaires dire mais en fait il est totalement illisible, il a pas de mauvais côté, il a pas de mauvaise main, il a pas il a pas de mauvais endroit. Et il y a un truc aussi que je mettrais vachement en avant, c'est sa faculté à rentrer des tirs impossibles. Et ça c'est un vrai facteur. Kyrie a ça aussi en lui. Alors il tentait des tirs qui n'avaient aucun sens parfois, mais je connais pas beaucoup de mecs qui sont capables de faire un match avec la main gauche. Alors on peut penser à Larry Bird qui l'a fait, mais des tirs main gauche parce que blessé. C'est bien de le citer quand on parle des mais joueurs avec des complètement, skills. Larry Bird fait partie de la comparaison. Mais on a tous. On a tous en mémoire des tirs de Kobe, mais qui n'ont aucun sens. Allez, Avec des pump main fakes, gauche et tout, des trucs à 3 points sur la main gauche, les tirs contre les Blazers, ils sont exceptionnels, des fade away. Je pense que ça rentre complètement en ligne de compte parce que c'est vraiment une question de talent en fait. Ils sont tous talentueux, mais parmi les ultra talentueux, qui est plus talentueux ? Ceux qui vont tenter des trucs difficiles et les réussir, ceux qui vont tenter donc par le tir, mais aussi par le dribble, on en parlait avec Kyrie, c'est ça qui vont les différencier. Et ceux qui vont le travailler. Parce que tu vois, typiquement, Kobe, je pense qu'il y a plein de tirs, notamment des tirs pour des game winners ou des buzzers. C'est des choses qu'il a travaillé, tu vois, sur des fondamentaux, même lorsqu'il est sur le post-up et qu'il fait sa feinte reverse intérieur, river extérieur. Au bout d'un moment, moi j'ai déjà essayé de défendre plein de fois contre des gars comme ça. Quand t'as la taille, la vitesse d'exécution, tu peux rien faire en fait. Tout à fait. Tu peux rien faire. Donc je pense que c'est aussi beaucoup de travail. C'est intéressant en tout cas d'avoir tous ces avis, d'aller un peu vraiment dans les différentes époques, sur les différents postes, honnêtement. C'est très cool et on a évidemment demandé l'avis à nos amis sur Twitter et comme d'habitude, on a sorti quelques tweets les plus intéressants, même si tous sont toujours très intéressants, mais on peut pas malheureusement tous les mettre. C'est Urtican qui nous dit « Franchement, à part Allen Iverson, je ne vois personne qui peut rivaliser à ce niveau avec Kyrie. Niveau handle du moins, après le skill, c'est assez large. » Et il nous rejoint. On pourrait mettre un Magic Johnson, et c'est très bien de le citer aussi, largement devant, par exemple, à mon avis. Qu'est-ce qu'on Largement pense de devant, ça on pourrait mettre Magic largement devant, par exemple. Magic, par exemple, qui avait un excellent dribble, mais un dribble qui était dans l'efficacité. Il y avait beaucoup moins de chaloupés, de différences, tu vois. Mais par contre, il avait un dribble, il perdait pas beaucoup de Il tirait pas balles dans beaucoup les mains. externe, quoi. Il tirait pas beaucoup externe. Ça, Et c'est pourtant, quand même, il arrivait par les skills à faire des différences énormes. Ouais, Non, vous ouais. rejoignez pas trop ça Non, pas Très bien. tellement. Bah, Pour moi, il y a c'est un des- sacré écart. Hein. C'est des avis. On enchaîne avec Baller Recalled. Oh, très bien. Oula, alors je vais prendre mon temps. Pour ma part, oui, le gars a une adresse folle. Il peut marquer dans n'importe quel endroit du terrain. Il a un footwork incroyable qui lui permet de post-up. Il est très rapide. Vu au niveau de ses Vif au niveau des de ses feintes et ah là je vois plus rien. Au niveau de ses feintes et ses départs en dribble, ce qui lui permet d'avoir plusieurs façons différentes d'attaquer le panier. Il est totalement imprévisible. Il a de multiples façons de finir près du cercle. Il arrive même à jouer sur les angles du plexi. Ça c'est ce qui complètement. le caractérise clairement. Ces angles-là, ces finitions, il arrive encore à nous surprendre alors que ça fait 10 piges qu'on le voit. Ça c'est vrai. Alors c'est Baller Ice Cold, juste Ice pour. Cold, Oui, très oui. Bah ouais, grave. T'as raison de citer tout ça, mais tu vois, il y a un mec qu'on n'a pas cité, c'est Isaiah Thomas qui avait aussi un peu de ça. Des Pistons. Ouais, bah forcément, grave. Ah oui, des Pistons, absolument, oui. Qui faisait des trucs à son voilà, époque qu'on n'avait jamais vu. Exactement. Et l'époque joue vachement. Hein. Tu sais qu'il a lui vraiment aller voir, pareil, alors tu parlais des plus jeunes, alors encore les plus, aller voir ce qu'il faisait à son prime, Isaiah Thomas, à un moment donné, il fait un truc, il fait rebondir le ballon au-dessus d'un défenseur, il shoot derrière, il faisait des trucs pour son époque. Des trucs de midrange, des fins, des machins. Exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Allez, je crois qu'on a un dernier peut-être. Est-ce qu'il y a des noms, c'est ma question, moi. Est-ce qu'il y a des mecs qui disent non, ça, ce serait cool de l'entendre. Est-ce que tu en as un autre, Tom ? Ah. Same numéro 9, Handle oui, son shoot extérieur est sous-coté, mais il a gagné le 3 points contest et tourne à peu près à 40% en carrière avec des tirs abusés. Pareil sur le mid-range et les finitions près du cercle. On n'en parle pas, on n'en parle même pas. Le mec invente des angles carrément. Qu'on me trouve un mec qui a le plus d'armes dans son arsenal que Kyrie, il y a Kobe en vrai qui aurait pu rivaliser. Voilà. Il nous rejoint ? Bah ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Il nous rejoint là-dessus ? Bah grave. La différence, tu vois, qu'on pourrait, si on devait mettre que deux mecs, alors j'espère que ce sera pas un blasphème pour certains, mais si on dit que Kobe et Kyrie sont les deux joueurs les plus skills de tous les temps, il y a que Iverson, tu peux mettre aussi quand même. ouais, si tu veux. Il y a aucun souci, mais admettons, parce que pour essayer de resserrer, il y a juste sur le dribble, parce que Kyrie fait des trucs tellement exceptionnels que je lui mets une différence avec Kobe, et Kobe avait un duel de ouf pour un arrière, donc voilà, c'est la seule chose que
sur lesquels je pourrais me différencier. Après, et c'est pour ça que je reviens encore à l'époque, c'est que on n'oublie pas que à chaque fois qu'il y a une décennie, les mecs apprennent des trucs de la décennie d'avant. Donc Kyrie, On verra des enfants de Kyrie. on verra un jour on voit déjà années. des enfants de Curry. Alors Ouais. on verra des enfants de Kyrie. Et quand je dis ça, c'est que voir des arrières jouer le post-up et tout, en fait, on a toujours vu ça dans les années 80, 90 et ainsi de suite. Jordan a sacralisé ça, mais les meneurs de jeu font des post-up aussi aujourd'hui. Donc c'est bien la preuve que les gars, dans leur package technique, ne cessent de grandir. Alors après, je vois pas où est-ce qu'ils pourront évoluer, parce que là, j'ai l'impression qu'on a quand même 100% du package a priori. On sait jamais, hein. Si tu trouves le même Kyrie mais avec 10 cm de plus et encore plus rapide, bah, C'est pas déjà KD. Ah non, encore plus dribbleur. Oh la vache, relou, hein. Il est gourmand celui-là. Ah ouais, Il est gourmand. En tout cas, les gars, vous m'avez régalé vraiment. On a pu faire un large panel. T'as pas répondu, toi. Ouais. Toi, t'as pas répondu. Moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que j'aime bien mettre les grands. Et pour moi, ce que faisait Olajuwon, ce qu'a fait Jabbar à son époque de développer ce geste qui finalement que personne d'autre n'a maîtrisé comme lui l'a maîtrisé. Pour moi, c'est un skills exceptionnel. C'est vrai. Tu vois, qui a marqué l'histoire du jeu. Mais de là le mettre devant Kyrie, tu vois ce que je veux dire? Je suis partagé. Honnêtement, vraiment, je suis partagé. Peut-être, dites-nous dans les commentaires, aidez-moi. Mais je vais vous poser la question à vous. Pour vous, donc, pour clôturer ce débat, Kyrie Irving, joueur le plus skill de l'histoire. Dès que tu dis dans l'histoire, c'est très dur. Ah ouais, c'est très dur. Oui. Toi, t'as envie de dire oui, c'est très bien. Moi, j'ai envie de dire oui, et j'ai envie de dire oui parce que, comme tu faisais ta définition au début, Kyrie, avec ce qu'il vient de faire cette semaine, un meneur de jeu aussi flashy que ça, qui fait 13 sur 17 et 50 points, c'est pas normal. Un meneur de jeu qui fait 60 points avec 20 tirs rentrés, c'est insensé. Donc, c'est que de la saison régulière. Je rajouterais aussi que Kyrie, ce qu'il a fait lors des finales 2016, comment sa technique se met au service d'une efficacité avec des matchs à 40-40-40 et ce fameux dernier tir, qui est un shoot facile, juste un step back à droite, facile pour Kyrie hein, évidemment, eh bien ça rentre dans sa legacy. Je trouve que ça compte énormément pour dire que c'est le mec le plus skill de tous les temps. Ah ben, dites-nous dans les commentaires. Moi, je n'arrive toujours pas à me prononcer. C'est assez rare pour être souligné, mais ça me titille. Bon, Erwan il part à Genève juste après l'émission. Non, mais je te dis, moi, quand j'ai préparé le débat, tu sais, je suis allé très loin dans les comparaisons, parce que tu m'imagines, je suis allé jusqu'à Jabbar, donc c'est pour te dire, jusqu'à Havlicek, pas le joueur du Jazz qui est malheureux, Maravic, par exemple, tu vois. Maravic, Tu vois. Donc, après, c'est des époques, c'est toujours très dur. Ce qui est sûr, c'est que il est unique en son genre, et ça peut largement mériter, effectivement, d'être considéré pour certains comme le joueur le plus skilled. Alors si, parce que là tu hésites, mais alors vraiment dernière question, si c'est pas lui, c'est qui pour toi? Je te dire, pour moi, les pivots, parce que j'ai joué intérieur un peu plus que vous deux, peut-être aussi. Pour moi, il y a un vrai travail de pied. Alors, c'est vrai Mais ils l'ont les petits ça. Ils l'ont maintenant aujourd'hui aussi. C'est pour ça que tu peux pas trop mettre de grands finalement. Ouais, mais à une époque, je te parle de mec à une époque où les petits faisaient pas. C'est très compliqué. Mais en tout cas, oui, il est tout en haut du chapeau. Peut-être que la semaine prochaine, je vous dirai si j'ai besoin d'un peu de réflexion. De mûrir. Merde, ne me pousse pas comme ça. Ne me pousse pas. En tout cas, Arthur nous a dit que pour lui, c'était le joueur le plus skilled. Mais c'est vrai qu'avec Kobe, il y a un vrai débat. Bref, on va parler d'un autre joueur skilled. C'est Karl Anthony Towns. On n'en a pas parlé, mais peu importe. Lui, il fait parler de lui en ce moment parce qu'avec les Timberwolves, il est en grande forme. La perf de Karl Anthony Towns ces derniers temps, c'est 60 pions face aux Spurs de San Antonio. Ouais, Greg Popovich n'a pas dû le faire rigoler. On le voit, 60 points, 17 rebonds, 3 assists, 19 sur 31 au tir, c'est pas non plus un volume énorme pour mettre 60 points. 7 sur 11 à 3 points, ça on sait qu'il peut mettre dedans, et quasi parfait au lancer franc. Arthur, j'ai déjà parlé de Karl Anthony Towns avec Thomas. Ça te fait plaisir de revoir ce mec-là comme ça? On a l'impression qu'il est enfin libéré de plein de doutes et qu'on découvre après 7 saisons enfin le Karl Anthony Towns dont on rêve depuis le début. Moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Allez, vas-y. C'est un gars qui, je crois, il est rookie de l'année. Il y a toujours des grandes attentes autour de lui sur ce Il y a eu des grandes déceptions aussi. Des grandes déceptions sur ce qu'il. Moi, je te parle individuellement sur ce que Gala peut faire dans cette ligue. Il a rapidement montré qu'il pouvait être au niveau et tourner à 25 points par match. À 25 points par match, 25 et 10. Tu vois, très tôt, j'ai pas toutes ces stats en tête. Quasiment c'est moyenne. Hein. Je pense que c'est moyenne, mais c'est juste qu'en fait, à chaque fois, c'est biaisé parce que il joue à Minnesota et parce que son équipe, elle était naze. Mais voilà, ce qu'il est capable de faire sur un terrain, on banalise, tu vois. Mais il fait ça dans un autre marché, même si l'équipe est nulle, on en parle de fou. Et c'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Donc bravo à lui. Maintenant, voilà, on continuera à pousser lorsque son équipe passera des tours en play-off. Hein. Alors, droit de réponse
je suis pas tout à fait d'accord avec toi à mon tour, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, il y a eu des déceptions. Certes, le contexte Minnesota n'est pas simple, un renouvellement de coach systématique, très dur. On sait que c'est comme changer d'école tous les ans, c'est très dur de faire une bonne scolarité. Mais et je sais de quoi je parle. Mais Karl Anthony Towns, il n'empêche que moi, dans son évolution après son titre de rookie de l'année, j'ai pas spécialement kiffé. Il a beaucoup passé sa vie au large, il a par moments complètement arrêté de défendre. Il n'a pas aimé aller au mastic, et on le voit cette saison, il s'est remis aussi à aller un petit peu près du cercle et accepter un petit peu aussi le défi physique et ne pas vivre que sur son adresse. Donc moi j'ai l'impression qu'on a enfin le Karl Anthony Towns qu'on aurait aimé avoir déjà il y a 2-3 ans. Je sais pas, il est plusieurs fois All-Star déjà et tout, c'est dur de dire ça. Il a été All-Star, souviens-toi, l'année où Rudy n'est pas... Les deux All-Star, hein. L'année où Rudy pas n'est pas rien, All-Star, on avait déjà l'impression qu'il a vécu sur sa hype de premier de draft. Alors là, on a raison de mettre en avant cette équipe parce qu'il y a vraiment du mieux et c'est ce qu'on attendait depuis 2 ans, depuis le départ de Butler en fait. On attendait le renouveau de Minnesota, il met 60, ça va mieux, il a vécu une période dramatique pendant le Covid, on le sait tous, entre les blessures et ainsi de suite. Sauf que, qu'est-ce qu'on attend des mecs ultra talentueux? Parce que les mecs ultra talentueux, il y en a légion, on le dit tout le temps. C'est de gagner des matchs, c'est d'être leader, c'est de passer les tours de play-off. Il en est loin encore. Et on souhaite qu'il aille en play-off, en passant par le play-in. Là, ils ont tapé de 20 points les Lakers, donc on peut imaginer une confrontation en play-in. Peu vont mettre de l'argent sur les Lakers, ils auront raison. Mais je sais pas, comment tu m'en parles et comment on en parlait à l'époque, c'était que ce soit... parmi des... Enfin, il doit être All-NBA chaque année. Il en est loin, ça. Et moi, c'est ce que j'attendais quand on avait fait l'émission. Mais on en est encore loin, là. Qu'est-ce qu'on est loin? Qui sera le boss de qu'avant. l'NBA en 5 ans? Moi, Voilà. j'avais cité Karl Anthony Towns. Donc, alors, du coup, ça va mieux. Oui, beaucoup Mais mieux. c'est pas encore la panacée, hein. Non, c'est pas encore la panacée. Justement, on est arrivé la semaine dernière, on s'est fait un débat pour savoir s'il valait mieux construire avec des grands ou des petits. À l'unanimité, on était plutôt d'accord pour savoir qu'il faut construire avec des grands. Karl Anthony Towns fait partie de ces grands-là. Aujourd'hui, vous le mettez dans la hiérarchie des grands en NBA par rapport à Embiid, Jokic, on imagine qu'il est derrière, mais il y a des Rudy Gobert. Et aujourd'hui, Karl Anthony Towns, dans quelle hiérarchie il est par rapport aux grands? C'est dur, hein. C'est dur. Moi, je le mettrais toujours derrière les deux intouchables, Embiid et Jokic, et je mets quand même Rudy au-dessus. Mais voilà, après, il est juste derrière. Mais moi, je pense que c'est hyper biaisé. Alors oui, il n'a pas la capacité encore à faire gagner son équipe et tout dans une conférence qui est ultra concurrentielle. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ce qu'il fait, ça reste exceptionnel. Ah, bien sûr. Et puis, ouais, donc, non, moi, cette saison, je le mets très très haut. Cette saison. Je le mets Mais très, alors, très haut. justement, futur. Ouais. Cette année, il a Anthony Edwards avec lui. Mhm. Il y a D'Angelo Russell qui est arrivé. Ouais. Ils ont un big three. C'est peut-être pas le plus gros de la NBA, mais c'est quand même 3 joueurs potentiellement, ou qui ont été All-Star, ou potentiellement All-Star. On pense à Anthony Edwards, les 2 autres l'ont déjà été. Il y a un coach qui semble bien s'installer avec Greenfield, avec qui ils ont enfin trouvé, qui j'espère va rester un petit peu quelques années. Donc est-ce que cette année-là, c'est peut-être pas, à partir de maintenant là, il n'a pas tout aussi pour dire voilà, on t'a mis quand même des soldats autour de toi, on a un coach avec qui tu sens peut-être retrouver, qui... Quand un mec fait des perfs comme ça, moi j'associe toujours aussi un coach qui a trouvé la bonne formule. J'ai l'impression qu'autour aussi les seconds couteaux de cette équipe-là sont loin d'être dégueulasses. Aujourd'hui, les Timberwolves, ils ont pas d'autre choix de se dire cette année, on veut faire un coup en play-off. Moi, c'est ce que j'attends. Et d'aller en play-off. D'aller en play-off et de faire un coup même. Moi, je crois que cette équipe aujourd'hui, par la manière, je te dis pas parce que des fois tu peux perdre en 7 matchs, parce que perdre en 7 matchs et sortir la tête haute et te faire sweeper, tu t'es fait sortir au premier tour. Mais dans les têtes, c'est pas pareil. Moi, aujourd'hui, j'attends vraiment que cette équipe-là fasse quelque chose en play-off. J'ai beaucoup de mal, moi, à leur mettre, à savoir quel est leur plafond véritable à ce Big Three. À cette équipe, parce que on cite ces 3 mecs-là, mais ils ont réussi enfin à trouver une ossature. Hein, je vois pas de Beverley, et ainsi de suite. 7e de la conférence Ouest, on le dit, 6e attaque de la Ligue et 10e défense. C'est une bonne correct, équipe. hein. C'est une très bonne équipe, mais il y a des jeunes joueurs, donc Anthony Edwards, qui va continuer à progresser. Mais j'ai du mal à me projeter. Tu vois, quand il y a eu la hype il y a 10 ans au KC, mon gars, on était tous on était tous comme des fous. Là, alors certes, les années passées expliquent le fait qu'on soit moins foufou. Mais là, pour vous, c'est une équipe qui, avec cette ossature-là, peut être avantage du terrain chaque année pendant 5 ans, viser une finale de conf. Non. Tu vois? Non, parce que... Tu vois, c'est fou. Parce que là, t'as parlé du Big Three, mais après, autour de ça, le casting, il est quand même très moyen. Il est quand même très moyen. Je sais pas, Malik Beasley, C'est sévère. Matt Beverley, il y a des gars. Hein, Alors, ça dépend de quoi on parle. Mais si je pourrais te c'est dans ce que je te dis. Après, c'est une équipe qui doit encore
polir son effectif, je te l'accorde. Mais là, aujourd'hui, tu as Malik Bonne Beasley, équipe, hein. Patrick Beverley, ils ont Leandro Balmaro qui dort en couveuse un peu, mais qui est quand même potentiellement un bon joueur. Bon, Jack Lehman, on s'en fout un peu. Jaden McDaniel, qui montre des trucs pas trop Bien mal. Josh Okogie, Terran Prince, Nasrid, qu'on aime beaucoup. Jared Vanderbilt, qui fait des trucs pas mal cette année aussi. Ils ont réussi, par moments, et ça c'est toujours bon signe d'une équipe qui va bien, à inventer des joueurs. Après, évidemment, il va falloir polisser dans les années à venir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, t'as un grand qui est très fort. Tu dis que c'est exceptionnel ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'on a assaini un petit peu dans les bureaux côté Timberwolves. Moi, je crois que cette équipe-là, d'ici 3-4 ans, elle doit se dire notre objectif, c'est d'aller en finale de conf. Et est-ce que toi, tu y crois? Je leur mets pas de plafond pour l'instant, mais je demande à voir. Et toi? Bah avec Ant et Karl Anthony Towns, il y a une très bonne base avec D'Angelo Russell. Mais moi, typiquement, D'Angelo Russell, c'est le genre de gars que je peux utiliser pour un piston, pour faire des trades, pour renforcer l'équipe. Pour moi, ça marche bien avec Anthony Towns. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Tu vas encore changer. Si tu as envie de passer au niveau supérieur, moi, je me base sur les deux premiers. Et j'essaye. Alors, Anthony peut-être Edwards. que je peux le garder. Non, je garde Anthony Edwards. Et tu as besoin quand même d'aller changer Russell. Bah, en fait, comment tu vas ajouter d'autres bons gars? Parce que là, l'effectif, pour moi, tu m'as cité des bons joueurs, c'est bien. Mais si on parle d'aller en finale, il va falloir trouver des 3&D, des Michael Bridges, de ce genre de joueurs-là. Peut-être la draft, mais sauf que ça ne sera pas du coup dans 2-3 ans. Si on parle dans 3-4 ans, il va falloir rajouter des assets à cette équipe-là. Et donc c'est pour ça que j'utilisais le piston D'Angelo Russell comme monnaie d'échange potentielle. Mais en tout cas, il faut garder les deux autres. T'as raison, mais moi je prends le sens inverse où je me dis... T'as enfin trouvé un meneur qui est pote de Karl Anthony Towns de base. Tu vas encore changer un mec avec tout le move. Vous le disiez la semaine dernière, c'est remplaçable un meneur dans cette ligue. Donc voilà, moi c'est mon avis. Dernière petite question, tu posais la question tout à l'heure, par rapport à un mec comme Anthony Davis, Karl Anthony Towns, pour revenir sur lui, vous situez ça comment? Bah il joue. C'est une énorme différence. Pour moi, déjà, c'est une énorme Quand on parle de genre de basket, un mec qui joue pas, déjà, pour moi, il y a une énorme Mais même la vie, un mec qui est là, un mec qui est pas là. Je reste persuadé qu'intrinsèquement, Anthony Davis est un joueur supérieur. Maintenant, pour l'instant, on est... Alors, dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir 4 dans son équipe qu'Anthony Davis, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, on est dans la culture de l'instant, mais pour l'instant, avec Anthony Davis, on est dans la culture du fantasme. Donc, je préfère aujourd'hui aller dans la culture de l'instant avec un mec qui est capable de mettre des 60 points, qui a redonné de l'allant à une franchise, plutôt qu'un mec qui reste un éternel fantasme et qui est tout le temps blessé. Donc, je vais sur Karl Anthony Towns. C'est dur, hein? Bah, c'est dur. En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que là tu mets Karl Anthony Towns aux Lakers? Est-ce que tu vois comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça va mieux? Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que Anthony Davis a un plafond qui est quand même supérieur à celui de Karl Anthony Towns. Voilà, il est capable de faire plus de choses, ne serait-ce qu'en défense. C'est assez exceptionnel. Mais peut-être culture de l'instant. Mais là, moi, tous les jours, tu me dis, tu prends un des deux sur les 3 prochaines années. Je prends Anthony Towns parce que je sais que l'autre. Anthony Towns, il faut faire un choix, gros. Ah oui, non, pardon, merde, je croyais Anthony Davis, je voulais faire une blague de merde. Je prends tous les jours Anthony Towns parce que je sais qu'il va me faire 80% des matchs. Voilà. Et toi? J'ai du mal, j'ai du mal. J'ai du mal. Ce qui est terrible dans ce jeu, c'est qu'on est... J'ai du mal. Le fantasme dans ces trucs-là de joueurs-là, ce qu'ils peuvent être, ça nous excite. Mais à un moment donné... Ça marche 1, 2, 3 ans, tonton il est tout le temps, même quand il est champion NBA, il finit avec un tendon d'Achille qui a 2 doigts de péter. C'est quand même chiant là. Le seul problème c'est que Anthony Towns, pour moi, j'ai l'impression qu'il sera jamais ce qu'on espère de lui. À part être un mec à 25 et 10 dans une équipe qui gagne pas, j'ai la sensation qu'il n'a pas autre chose en lui. Ça m'embête. Tu penses pas qu'il... Non, je ne crois pas, il est jeune encore. Qui peut emmener son équipe un peu plus haut. Les stats. Et tu penses pas qu'il a un trade d'aller dans une team et de ça m'intéresse. Mais ça marche pour malheureusement la plupart des mecs. Le Famer, sûrement pas. Non, mais tu vois, c'est ça. En fait, j'ai du mal à m'attacher à ce gars-là. J'ai du mal. On n'en a pas parlé, et c'est bien vu, Arthur, parce qu'on est aussi là au fait que peut-être lui, il se dise... Bah oui, Anthony Davis, j'ai fait le Kevin Garnett, je me barre ailleurs, et là, pour le coup, on imagine qu'il peut rendre de braves services. T'imagines, il arrive à Boston, 2 titres et tout. Pourquoi tu dis pas les Knicks? Je dis ça au hasard. Qui? C'est au hasard Boston. Mais qui l'a Yonis qu'on rigole un peu? Ça marchera pas. Ça va l'avoir que Julius Randle. Enfin voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce projet, et puis de Karl Anthony Towns aussi, qui quelque part cette année, franchement, on est ravis de le voir comme ça. Moi, je te dis, il y a 5 ans, quand on avait dit, et on rappelle, bien vu, merci pour la stat, il rentre dans ce cercle fermé des pivots à plus de 60 points. Évidemment, Wilt plusieurs fois avec notamment le carton à 100 pions. George Mikan, David Robinson qui a mis 71, Shaquille qui a mis 60. Le jour de son anniversaire. 61 contre les Clippers. Contre les Clippers. En 2000. Et Karl Anthony Towns. Donc, c'est pas rien non plus. Et c'est un record de franchise, on l'a pas dit non plus. C'est un record de franchise. Ça aussi, c'est important.
Mais c'est vrai que l'avenir de Karl-Anthony Towns, que ça soit s'il reste au Timberwolves, où il peut aller, s'il part des Timberwolves, où il va, est-ce qu'il peut devenir aussi un leader ailleurs, c'est très intéressant, on suivra ça évidemment. En tout cas, moi j'espère voir les Wolves faire un petit coup en playoff cette saison. Ils sortent ces mauvais Lakers, t'as raison. Mais ça montrera quelque part qu'il y a une vraie progression. Et là, je te rejoins, la vraie progression, elle doit être aussi collective. Oui. Et c'est faire un petit coup en playoff. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Les gars, on a passé une émission de très, très haut niveau. On s'est régalé. Mon futur, cette casquette à l'envers te va comme un gant. Raiders. C'est parfait. Les Raiders. Des Raiders, très bien. Ça tombe bien. Tom Servino est là. Et au niveau du style, on va forcément descendre en gamme. Oh non Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et je l'ai très mauvaise, Erwan. Si tu n'aimes pas le style, n'en écoute pas les autres. Écoute, moi je suis venu avec mes valeurs du Beaujolais, voilà. Allez, c'est bon. Bon, est-ce que vous êtes en forme? Oui, pour ce grande quiz forme. Arthur, je t'attends au tournant. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, La pression. j'ai refait des Kelfac dès que Bravo, Arthur vient. c'est mon Il y a jour. des Kelfac. Il y a des petits rébus, ça va aller très vite. Et évidemment, qui suis-je? Très bien. On commence par les facs, mais bon, c'est l'anniversaire de Toto, donc on est allé sur des facs, des joueurs nés en 90. Ça tombe bien parce qu'il est aussi né en 90 là-bas. Hein. Eh ben ça tombe très bien. Je vous attends au tournant les 2,90. Mais c'est pile les années ESPN America, donc c'est bon pour Erwan, ça. Allez, il y a 14 joueurs. On commence avec du très C'est facile. vrai, bah oui. Vous êtes prêts? Damien Lillard. Washington. Weber State. Weber State. Weber State. Tu vas voir ce que t'as dit quand tu rates le premier. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Attends, il n'a pas dit Washington, il a fait. Ouais, j'ai cru qu'il faisait un AVC. Ah, tu vois, c'est deuxième. Allez, on enchaîne. Lance Stephenson. Cincinnati. Oui. Oh, bravo. Clay Thompson. Washington. Washington State. Washington State. C'est Thomas. Un partout. Alfaro Camino. Kentucky. Non. Florida. Non. Non, Pas attends, je l'ai. Marquette. Non. Attends, Alfaro Camino. Vadjouk. Non. Non. Oui, Je sais pas. fait. on l'a pas. Kansas, non? Non, c'était Wake Forest. Ah, je savais pas. Allez, Paul George. Fresno State. Fresno Oui. State, putain, il veut pas sortir le mec. Bien. J'y suis pas. Greg Monroe. Oh. North Carolina. Non. Greg Monroe. Memphis. Non. Non, je sais pas. Non, j'ai pas pivot. de Monroe. Georgetown de fou. Ah oui, en bah plus. oui, Bravo, putain, bravo. je suis mauvais. Reggie Jackson. Boston College. Boston College. C'est moi qui l'ai. Ouais, Ah, c'est- Boston. c'est- Ouais, Boston. Ouais, c'est un peu lent sur le Les collège. formes Celtics, quoi. Allez, 3-1. Robert Covington. Oh. Tennessee. State. Ouais, bravo. Oh, bravo. 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 Avery Bradley. Je l'ai, ça. Avril Washington. Bradley, c'est Non. Saint-Joseph. Non, c'est un état. Nevada. Non, je sais pas du Non. tout. Oh, je le sais, ça. Attends, Putain, faut que je Une révise. belle fac. Bradley. Ah, dommage. Ohio State, non. C'était Ah, Texas. Ouais, bravo. Il est revenu, il est C'était revenu. Texas. Crowder. Qui ça Marquette. Marquette, bravo. Ah ouais, du Crowder. Image Schumpert. Oh, c'est Ohio dur, State. ça. Non, c'est Super. Georgia ou Wake Forest. Georgia. C'est- Georgia Tech. Georgia Tech. Georgia Bravo, il Tech, le prend, il oh, le let's prend. Ah. Allez, il en reste 3. Jamichael Green. Alabama. Ouais, la Ah femme. ouais. Wow. Wow. Gordon Hayward. Butler. Putain, je suis pas bon. Il veut pas sortir. Je fais une Arthur aujourd'hui. Et le dernier, un mec qui est en France, Kylo Quinn. Elle est pas facile, c'est la plus dure. Moi, je sais pas. Ah, si. Attends, je l'ai. Je sais. Je l'ai. Non, je l'ai. Non, je l'ai. Tu l'as? Non, non. Je l'ai. Aucune idée. Putain. Olinis, non, il a un Non, nom. par un N. Par un N. N. Et il y a Ah bah non. State. C'était Northern. Norfolk. 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 Wow. Mais bravo Bravo, Arthur, tu as bravo, été très bravo. bon, tu Bien t'es bien remarqué. rattrapé, je suis Bravo. content. J'ai eu peur au début, parce que annuler pompier. Allez, Rythme cardiaque qui baisse. on va pouvoir enchaîner avec les rébus, 6 petits rébus. Pareil, ça va aller plutôt vite. Oh là. Oh là là. Joel Embiid. Joel Embiid, bravo. Joel Embiid. Cam Johnson. Cam Reddish. Cam Reddish, Ah, bravo. j'ai vu que la cam. J'ai vu que la cam, putain. Radish. Oh là. Nicolas Jokic. Quoi? Non. C'est n'importe quoi. Oui, c'est- sans le kick. Ouais, je sais pas. Nicolas, non, attends. C'est quoi ça? Spencer Dinwiddie? Non? Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, bravo. Andrew. Wow, ouais, bravo. Oh, elle est dure celle-là. Khaled Farid. Non. C'est quoi? Kevin Werther. Non, Non. Kevin. Ah, c'est du vin, genre? Non. Kevin Looney? Non? Vous avez Kevin. C'est quoi la troisième image? Garnett. Voilà, Kevin Oh, Garnett, putain. merci. C'est une gare. Vraiment, qui a vu son maillot retiré cette semaine. Bien sûr. Shane Battier. Shane Chen Battier. Batière, bravo. Battier, ouais, Et il me bravo. semble que c'était le dernier. Hein. Shane Bah, Battier. bravo, Non, mais attends, bravo. Shane. Shane, il régale, bravo. Shane Battier. Shane, il régale. Bravo les gars. Allez, on se termine avec un Je petit suis quiz. stressé. C'est le jour de ton anniversaire, faut l'avoir. Je suis né le 16 janvier 1987, j'ai donc 35 ans, et j'ai quitté les parquets NBA depuis 2016.
J'ai fait mon cursus universitaire à Maryland. Ça peut aller très vite. Un cursus complet. Et autant vous dire que j'ai taffé. Durant ma 3e année, je deviens le premier joueur de l'histoire de l'université à être meilleur scoreur, meilleur rebondeur et meilleur passeur de l'équipe sur une saison. Je tourne à plus de 17 points, 5 rebonds et 5 passes. L'année suivante, je remporte le trophée Bob Cousy. Si vous savez ce que ça Steve représente, ce trophée, Non, vous comprenez que je suis un vrai gars. Ouais, c'est avant Steve Blake. 87. Pourtant, malgré cette marque que je laisse à la fac, je n'emballe pas autant les scouts NBA. Je me présente à la draft 2010, où je suis sélectionné par les Grizzlies, en fin de premier tour, à la 28e position. Wow. Pourtant, malgré cette... J'arrive dans une équipe où mon poste est déjà pris par un gars à qui je ne prendrai jamais la place. Lors de ma saison rookie, je prends mes 12 minutes de moyenne pour 3 points et 2 passes. Rien de fantastique, mais je fais mes gammes dans la grande ligue. Je goûterai aussi aux playoffs, ce qui est une chance dès la première saison. J'aurai le même rôle et on s'inclinera en demi-finale de conf en 7 matchs face au Thunder. Je ne resterai qu'une saison dans le Tennessee. Je serai rapidement tradé chez les Hornets de New Orleans lors de la saison 2011-2012. Pour le coup, j'arrive dans une équipe où j'ai un plus grand rôle. Le titulaire devant moi, c'est Jared Jack, et je grimperai vite dans la hiérarchie. Je jouerai 26 minutes par match en sortie de banc. Je serai d'ailleurs dans le 5... Grévis Vasquez. Grévis Basket, bravo Erwan. Grévis Basket, vénézuélien. Eh oui, ça a réussi, bravo. Bravo. Bravo Grévis. Grévis Basket. Il régale, Ah, Grévis Toronto Basket, après, Toronto, il putain. était venu à On l'aimait bien, Grévis Basket. ouais. Il était venu à Ouais, Grévis C'est un Il super est joueur rookie, Grévis Basket. Toronto. Mais il a sa carrière, il a que des yeux Il quoi. s'est blessé à la cheville. Non. Il a pas joué les Ah, Cavs. il avait les Non. cheveux mineurs. Il finit à Brooklyn, il joue 3 matchs, Ouais, mais la ouais, cheville... il passe super au Bucks joueur. et tout sûr. Non, non. Aux Hornets, ouais. Bravo. Bravo Erwan. Bravo, Ah oui, putain, il est bon celui-là. Ah putain, bravo les gars, ça a été une super émission. Tout à fait. Vraiment, on se retrouve lundi pour la libre antenne. Et ça risque d'être une libre antenne spéciale. Alors vraiment, on bosse dessus. Ouais, faut pas trop en dire, mais faut en dire un peu parce qu'il faut donner le rendez-vous, c'est important. Voilà, lundi, 22h minuit, Kevin Séraphin sera là. Thomas ne sera pas là. Non. Et on travaille sur un autre invité. Alors, la dernière fois que j'ai voulu annoncer Matt Pokor, il a finalement pas pu venir, donc on s'est fait insulter. Normal. mais là, vraiment, on essaie de faire un truc un peu spécial. Soyez bien avec nous lundi de 22h à minuit. On va se faire un truc très très cool. Et surtout, vous rappelez, vous pouvez nous appeler. On va s'éclater lundi de 22h à minuit. Il y aura Kevin Séraphin. Il y aura peut-être un autre intérieur. Il y aurait une spéciale joueur NBA. Voilà, disons. une spéciale joueur NBA intérieur gaillard, français, retraité. Voilà, on ne vous en dit pas plus. En tout cas, non mais je sais. Non mais t'es catastrophique. Non, mais- Tu non, sais mais- que je ne peux pas tenir ma langue. On aura le chat. Calme-toi, Nicki Minaj. Bref, en tout cas, soyez avec nous quoi qu'il arrive. De toute façon, peu importe qui est en plateau, c'est toujours cool le lundi de 22h à minuit. On vous prépare aussi une petite surprise la semaine prochaine. Là, pour le coup, je vous en dis pas plus. Le First Day Show risque d'être historique. Bisous, merci Tutur, t'as été grand. Merci à vous. Tom, merci Polo, merci Bravo. Jérémy. Merci à tous. Vous nous regardez de plus en plus chaque semaine. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. You